Bien, rebonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet espace conférence, première table ronde de la matinée consacrée aux métiers industriels de demain. On attend encore deux intervenants qui arrivent et qui vont nous rejoindre en cours de route. On va commencer dès maintenant. Sur ce plateau, nous avons la chance d'avoir Alain Kémily, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes responsable du département Industrie, Innovation et Intelligence économique à CCI France. Donc vous avez une vision vraiment globale sur les métiers, vous allez nous en parler dans quelques instants. Bonjour Morad Benmezian. Bonjour. Vous êtes directeur de projet responsable OREF Île-de-France. Ça veut dire Observatoire Régional Emploi-Formation. Emploi-Formation, donc vous êtes vraiment très bien placé pour également nous éclairer sur les métiers industriels de demain. Et Francis Enguele, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Association nationale des apprentis de France, l'ANAF. Exactement, c'est ça. Super. L'apprentissage, gros débat, Gros chantier actuel. Gros chantier actuel. Voilà, qu'il faut pousser, vous allez nous en parler dans un moment. Alain, commençons avec vous. En tant que responsable du département industrie à la CCI France, vous avez une vision vraiment globale sur les métiers, ceux qui marchent aujourd'hui, ceux qui sont un petit peu en perte de vitesse et ces métiers émergents. C'est un peu de cela qu'on va parler parce que aujourd'hui, de plus en plus, on se dit que y a pas mal de métiers qui seront vraiment forts demain et qui n'existent pas aujourd'hui. Donnez-nous votre analyse sur le secteur alors. Alors, effectivement, en tant qu'assemblée des chambres de commerce et d'industrie, on a une vision assez globale par la remontée que peuvent nous faire nos collègues des CCI. Mais en 2013, on a souhaité aller plus loin et avoir un sondage direct des dirigeants, des patrons de PME, PMI, pour les interroger sur leur vision des métiers en émergence. On les a interrogés sur les métiers en émergence dans leur secteur. Donc c'est ce témoignage que je voulais apporter ce matin. Mais peut-être dans un premier temps, vous dire qu'effectivement, on est ici sur Convergence Industrie du futur. Et ça me fait plaisir qu'on parle aujourd'hui d'industrie du futur parce que pendant longtemps, ou en tout cas pendant un certain temps, on a pensé que l'industrie s'était un peu barrée, un peu bouchée, que les usines allaient toutes partir, qu'on pouvait d'ailleurs faire de l'industrie sans usine. C'était Serge Churuc en 2001 qui a marqué les esprits avec cette formule. Et on en est largement revenu. Et d'ailleurs, l'industrie est revenue également dans l'air du temps. Il y a une envie d'industrie qui est plus forte depuis 5-6 ans, on le ressent. Et c'est justifié. C'est justifié notamment du point de vue de l'emploi, puisqu'il y a un chiffre que je voulais partager avec vous. C'est le premier chiffre. J'ai prévu 4 slides assez légères en texte, mais avec quelques éléments marquants. Et notamment, c'est ce chiffre de 80 000 que je voulais rappeler en préambule. 80 000, c'est le nombre d'emplois que va créer l'industrie chaque année dans les 10 années qui viennent. Donc ça veut dire que c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur qui recrute et qui recrute des profils de plus en plus pointus et qui recherche également dans les territoires des profils à plus forte valeur ajoutée, à plus haute technicité et également des publics féminins, puisqu'on sait qu'on a un souci côté industrie, c'est l'attractivité des métiers en général, mais l'attractivité des métiers du point de vue des filles, qui sont trop peu nombreuses. C'est 24% le chiffre global des femmes dans l'industrie, employées dans l'industrie, mais avec des très fortes disparités, puisqu'on a des secteurs comme l'agroalimentaire ou la cosmétique, le luxe, où on a des taux qui dépassent 50%, mais donc à contrario, ça veut dire que dans certains secteurs, on est à moins de 10%. Donc voilà, ça c'est le premier message que je voulais passer. Effectivement, il y a de l'avenir dans l'emploi industriel. Et donc l'étude qu'on a menée en 2013 a souligné, d'un point de vue macro dans un premier temps, quelles étaient les grandes tendances, les lignes de force, je dirais. Alors c'est le deuxième transparent. Alors ça ne va pas être des surprises pour la plupart d'entre vous. Alors il y a des recrutements, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs qui ont plus demandeurs que les autres. Et là, vous les avez à l'écran, il y a 5-6 secteurs qui se détachent. Alors bien sûr, l'aéronautique, on sait qu'on a un plan de charge à 10 ans qui est assez monstrueux, mais également le secteur du luxe, où on a des champions nationaux, mais également le secteur de la santé cosmétique. Voilà, ce sont des secteurs qui vont recruter plus particulièrement dans les 5 à 10 années qui viennent. Et puis, du côté des fonctions, là aussi, c'est pas forcément une surprise. En tout cas, nous, on l'attendait du côté du commercial. Ce n'est pas ce qui vient en premier. Je les ai classés 1, 2, 3 sur le podium. C'est plutôt les métiers techniques qui sont aujourd'hui les plus recherchés par les industriels.
et plutôt des métiers de niveau intermédiaire, c'est-à-dire qu'on pensait, nous, que ça serait plutôt les cadres qui seraient les plus recherchés. En réalité, c'est la population des Bac plus 3, Bac plus 2, Bac plus 3, les cadres intermédiaires, les techniciens supérieurs. C'est ça qui, aujourd'hui, dans le domaine technique, est le plus fort besoin, constitue le plus fort besoin. Et puis, bien sûr, là, ce n'est pas une surprise, ce sont les métiers du commercial et du marketing. On les a rassemblés, les métiers de la vente, parce qu'il faut produire ses biens, mais ensuite, il faut se faire sa place sur les marchés, qui sont de plus en plus concurrentiels. Ça, c'est un truisme. Mais effectivement, le besoin d'aller vers les clients se manifeste par la seconde position de ces métiers-là. Alors, puis on a un troisième métier, troisième catégorie de métiers qui sont également importants et demandés. C'est tous les métiers de la R&D. Alors effectivement, on a eu l'occasion de parler du CIR sur ces tables rondes et ces conférences sur Midest et Smart. Effectivement, on a quand même réussi à conserver, et notamment grâce aux 6 milliards du CIR, beaucoup d'emplois, beaucoup de laboratoires de recherche privés notamment sur notre territoire, et encore à attirer des laboratoires de grands groupes internationaux. Et donc on a un besoin de ces métiers d'universitaires, de chercheurs, de docteurs, d'ingénieurs, tous les métiers de la R&D, il y a une forte demande. Très bien. Je passe la quatrième ou enfin la quatrième slide. Oui, alors c'est vrai qu'on est rentré ensuite dans un domaine plus micro dans cette étude des métiers en émergence. Vous voulez qu'on garde pour après? On peut le garder pour après. On va peut-être rebondir là-dessus, effectivement. Donc, Morad Benmezian, vous êtes donc à l'OREF Île-de-France, vous avez une vision sur la formation et l'emploi. On voit apparaître dans les demandes de métiers, production, maintenance, commercial, marketing, recherche et développement. Il y a peut-être aussi des profils un peu hybrides aujourd'hui entre un savoir-faire technologique, technique. Tiens, je connais le métal et en même temps, je vais devoir avoir une couche un peu informatique peut-être pour gérer les machines. Est-ce que vous avez, vous, dans le panorama des formations et des métiers émergents, cette lecture, cette demande? Oui, tout à fait. En fait, nous, on est en train de terminer une étude justement sur les métiers industriels qui a été demandée par le Conseil régional Île-de-France, justement pour faire évoluer les formations. Et la question était de voir le niveau d'évolution des métiers industriels et notamment le niveau de diffusion finalement de l'industrie du futur, le niveau de diffusion de l'industrie du futur dans les entreprises et les besoins de formation, le besoin d'évolution de métier et le besoin de formation qui allait. Et c'est vrai qu'au début, on était parti vraiment avec une idée, un a priori, que ça allait fortement transformer les métiers et qu'on allait passer sur un changement complet de besoins. C'est-à-dire on passait d'opérateurs de production à vraiment des techniciens de maintenance sur des machines de plus en plus complexes. Finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a encore beaucoup de place, même dans une région comme l'Île-de-France, pourtant qui est une région où les actifs sont très qualifiés, sur des métiers de production, où finalement on s'est rendu compte que la diffusion des évolutions technologiques se faisait petit à petit. Il n'y a pas de transformation ou de rupture dans les moyens de production dans les entreprises. Nous, on a surtout travaillé sur les PME, et que c'est plutôt quelque chose qui se fait progressivement. On change une machine, puis deux, puis la totalité. Et c'est vrai que par rapport à cette évolution-là, finalement, on n'a pas eu de transformation extrêmement forte des besoins de compétences, où finalement le critère technique reste le principal critère de recrutement pour les industriels aujourd'hui, enfin, du moins en Île-de-France. Et c'est-à-dire, ils cherchent plutôt des personnes qui maîtrisent très très bien le process, qui sont capables, entre guillemets, de savoir comment la machine fonctionne en mode manuel, entre guillemets, et finalement d'accoler à ces compétences techniques qui sont les compétences de base pour eux, des compétences nouvelles, notamment la programmation, mais aussi tout un début de maintenance de premier niveau, de détection de panne ou d'anticipation des pannes, et une première intervention. Et finalement, on n'a pas du tout de métier industriel aujourd'hui qui serait une demande sur des purs informaticiens ou des purs techniciens informatiques qui feraient que du code ou que de la programmation. On a une demande qui est très forte sur, comme je le dis, des opérateurs de production à qui on va apporter des compétences nouvelles
dans la programmation et dans la maintenance. On rajoute une brique sur un savoir-faire. Exactement. On garde le savoir-faire, il est toujours très utile, et on rajoute la brique maintenance, programmation. Tout à fait. Et tout simplement, ça se justifie aussi, puisque les machines étant de plus en plus autonomes, entre guillemets, toute la partie d'usinage est moins importante. Donc on est plutôt sur un transfert, c'est-à-dire des compétences qui disparaissent un petit peu, c'est-à-dire le fait de faire par soi-même, même si c'est important d'avoir fait par soi-même dans le passé pour les entreprises. Et on remplace le faire par soi-même par des compétences en programmation et en maintenance. Voilà, je fais faire à la machine, mais il faut quand même que je sache... je comprenne ce que la machine fait. Exactement. Il faut que je sois capable de... Pour eux, c'est un gage de qualité, mais aussi d'anticipation. Il faut que je vois très, très vite quand la série de production ne va pas bien, et pas attendre le dernier moment pour reprogrammer la machine. Et ça, ils ont besoin de l'expérience technique pour ça. Voilà. Et c'est sur ces demandes-là, nous, qui sont vraiment très très fortes aujourd'hui. Ça confirme un peu ce que disait Alain pendant que Pierre-Yves nous rejoint. Bonjour. André-Yves Portneuf, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Bon. Désolé de mon retard, je me suis égaré. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. J'ai perdu des emplois industriels. Bon, on va continuer, je vais vous donner la parole dans un petit instant. C'est ce que disait Alain tout à l'heure sur ce créneau finalement sur les bacs +2, +3 qui ont un vrai savoir-faire technique, et c'est eux qui sont toujours demandés quand même. Il y a aussi cette question de l'attractivité. Juste une petite précision, même niveau bac, dans certaines petites entreprises, c'est encore le niveau pour accéder à ces emplois-là en fait. Tout à fait. En échange d'une forte polyvalence. D'accord. Et également, ce qu'avait souligné Alain, c'était de remotiver les jeunes, les filles aussi, sur l'industrie. Est-ce que justement, dans l'industrie du futur, on peut, finalement, l'industrie, elle peut redevenir, pas sexy, mais disons attractive, parce que l'industrie du futur, il y a quand même de la robotisation, il y a de la technologie, il y a tout ce qu'aiment les jeunes finalement. On sort vraiment du passé, la vision très métallurgique, très Zola de l'usine, pour arriver à quelque chose de neuf. Je me tourne vers vous, Francis Enguele. Est-ce que vous avez avec les apprentis que vous formez, que vous placez, est-ce qu'il y a ce regain d'intérêt pour le monde industriel, pour l'entreprise ? Alors pour l'entreprise en général, oui, très clairement. Pour le monde industriel aussi. Petite précision, l'ANAF est une association à but non lucratif. On aide les jeunes à trouver des contrats d'apprentissage. On essaie de représenter les apprentis dans le débat public français. Sur la question de l'apprentissage, je voudrais d'abord juste rebondir sur les propos de monsieur juste avant. On observe quand même, j'étais cette semaine en relation avec de nombreux chefs d'établissement, dans des lycées, dans des collèges, pour savoir un petit peu quel était leur ressenti par rapport à l'apprentissage. On observe quand même une hausse des qualifications qui est demandée pour les jeunes. Quand bien même on a par exemple des bacs pro qui sont très qualifiés avec des compétences très techniques, souvent lorsqu'ils sont en recherche d'emploi, on a des employeurs qui vont leur dire tenter l'aventure de l'apprentissage de sorte à vous permettre, de sorte à ce que vous puissiez vous insérer durablement au sein de notre entreprise. Donc ça, c'est quand même très important. Sur la question de l'apprentissage, c'est une question qui est fondamentale dans le débat français aujourd'hui. On sait que c'est sans doute la voie royale, en tout cas moi c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est la voie royale pour s'insérer durablement sur le marché du travail. Ça on le sait. Vous regardez les statistiques, vous avez à peu près 70% de jeunes qui, au terme de leur diplomation, vont trouver un emploi en 3-4 mois à peu près. Bon, sur la question de l'industrie, on a beaucoup de jeunes sur toute la France qui nous disent qu'effectivement, cette logique d'avoir un diplôme déjà qui soit intéressant et puis un diplôme qu'on aurait eu grâce à une formation alternée, c'est quelque chose d'essentiel pour eux. Il faut comprendre que les apprentis sont une logique de double compétence. Ils sont à la fois des salariés et aussi des étudiants. Donc ils vont travailler sur un savoir-faire entreprise et puis un savoir-être, je dirais, global, citoyen, individuel, qui va leur permettre d'être véritablement compétents. Donc ça, c'est très très important. On observe aussi une chose. Si vous regardez un petit peu ce qui est dit, ce qui est fait dans les médias, vous avez les présidents de régions. Je rappelle que les régions ont une compétence de droit commun aujourd'hui sur la question de l'apprentissage.
vous avez des présidents de région qui sont très, très volontaires sur la question de l'apprentissage, qui veulent très concrètement augmenter les effectifs d'ici à 2020. C'est le cas de Valérie Pécresse, c'est le cas de Hervé Morin qu'on a rencontré, c'est le cas de Laurent Wauquiez qu'on va aller voir pour le Grenelle de l'apprentissage. Donc ça, il faut que les entreprises du secteur industriel soient en capacité déjà d'accueillir ces jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, qui seront volontaires, qui seront demandeurs, qui sont vraiment demandeurs sur ces métiers-là. Et puis deuxième point, je pense qu'il y a aussi une question sur la qualité de l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des apprentis. D'abord, c'est une obligation pour les entreprises d'avoir un certain quota d'apprentis, mais c'est aussi bien de travailler sur la qualité de l'apprentissage. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est la relation entre le tuteur entreprise et le CFA. C'est essentiel. Vous avez beaucoup de jeunes qui, parfois, lorsqu'ils sont dans des boîtes, n'ont pas forcément, je dirais, la capacité d'avoir quelqu'un qui soit engageant, proactif et qui puisse les aider, les guider au quotidien. Donc ça, il faut que dans le futur, comme je viens de le dire, il y aura des jeunes de toute façon qui iront vers ces métiers-là parce que c'est des métiers d'avenir, très clairement. Mais il faut que aussi les entreprises sur le territoire français soient en capacité de les accueillir puis de les former en interne. Voilà. Vous préconisez les mentors, par exemple, enfin pas forcément un mentor, mais un parrain, ou quand le jeune arrive, qu'il soit quand même accompagné, qu'on ait vraiment cette volonté de lui transmettre quelque chose. C'est ça. Disons un maître d'apprentissage qui soit proactif. Si on reste sur des niveaux 4 et 5, donc du CAP jusqu'au bac pro, bon, c'est des jeunes qui sont certes motivés, mais qui n'ont pas forcément la maturité nécessaire pour être tout de suite opérationnels. Donc cette question du suivi opérationnel en entreprise, elle est fondamentale. Excellent. On va revenir sur ces questions. André-Yves, maintenant que vous êtes là, on va... déjà, je vous présente, vous êtes donc de l'Observatoire de la Révolution de l'intelligence, vous êtes directeur de cet organisme et vous faites des études de prospective, on va dire, sur différentes thématiques. Le travail vous intéresse particulièrement, c'est une des thématiques qui vous intéresse. On donnera à la fin peut-être les liens pour voir un peu vos études, tout ce que vous avez fait paraître. Comment vous voyez, vous, alors, le travail, on a évoqué ça de façon très concrète, avec la vision de la Chambre de commerce, de l'OREF et de l'ANAF. Vous, de votre côté prospectiviste, comment vous voyez le travail dans les années à venir? Oui, d'abord, désolé de mon retard, je me suis perdu au fond du salon. L'Observatoire de Révolution de l'intelligence, c'est simplement une ligne de travail à Futurible, qui est le principal centre de prospective privée en France. Et nous avons beaucoup réfléchi au travail et à l'industrie. Alors, comment voyons-nous le travail dans l'industrie demain? La première question, c'est, je mets les pieds dans le plat, c'est est-ce que nous voulons une industrie en France? Et dans les dernières années, depuis 20 ou 30 ans, la réponse des dirigeants économiques et politiques, c'était non. L'industrie s'est dépassée, maintenant on est à l'ère des services, et comme disait Tchuruk, patron d'Alcatel, qu'une entreprise est belle quand elle n'a pas d'usine. Et il a ainsi détruit le fleuron de l'industrie des télécommunications français. Alcatel était le numéro 1 mondial il y a 30 ans, devant les Japonais, et maintenant Alcatel est disparu, il a été racheté. Bon. Et il y avait un consensus sur 2 points. D'une part, on parle des PME, mais on soutient les grands groupes qui détruisent de l'emploi chez leurs sous-traitants et chez eux-mêmes en rationalisant, c'est-à-dire en faisant de l'expulsion de postes de travail. Et deuxièmement, et on concentre toutes les aides sur les grands groupes, même si on parle gentiment des PME et on crée des start-up, mais on les empêchera de grandir. Et donc, il n'y aura pas de leader français au niveau mondial, et c'est aussi un problème européen. Et deuxièmement, on laisse mourir, en fait, l'industrie, on laisse évacuer les postes de travail vers l'étranger parce que, encore une fois, c'est désuet. Or, c'est une vision complètement... Alors, le résultat, c'est qu'on nous raconte que la désindustrialisation est une fatalité,
Encore dans un rapport récent, on a dit, bon, c'est une tendance, c'est comme ça. Eh bien non, ce n'est pas une fatalité, c'est un choix. Un choix par stupidité, par ignorance ou par trahison. Trahison de l'industrie française, trahison de l'emploi en France. Le résultat, c'est que, par exemple, entre 2003 et 2013, donc en 10 ans, en France, comme au Canada, comme en Italie, on a perdu 20% d'emplois. En France, c'est 23% d'emplois perdus en 10 ans, alors qu'en Allemagne, en Corée du Sud, pratiquement 1% d'emplois perdus. Alors pourquoi ce qui, de ce côté du Rhin, est une fatalité, de l'autre côté du Rhin, est tout à fait enrayé? Parce que là-bas, il y a une volonté de promouvoir l'industrie, il y a un respect du travail industriel. Le travail, d'abord, est-ce qu'il est respecté? Est-ce que le travail fait avec les mains est respecté? Nous sommes de grands esprits, seul le travail intellectuel, mais grande erreur. Derrière la main, il y a un cerveau, il y a une sensibilité. Le travail manuel est un travail intellectuel. Bon, alors, d'autre part, on nous a dit on passe au service, mais l'industrie européenne génère 80% des innovations, assure 75% des exportations et 25% de ses achats vont vers les services. Donc l'industrie fait vivre les services. Et puis, la distinction, ça c'est quelque chose que je dis depuis 30 ans, la distinction entre industrie et service est stupide. Parce que certes, on peut se croire dans l'industrie lorsqu'on produit des voitures, mais le client, il achète un service, de la mobilité, du confort, du plaisir, etc. Tous les marchés sont des marchés, en fait, de l'espérance d'obtenir un plaisir, un avantage grâce aux services vendus ou grâce aux produits vendus. Et aujourd'hui, quand vous achetez un produit d'Apple, est-ce que vous achetez du service, le hard? S'il n'y avait que le hard ici, ça ne servirait à rien. On achète la commodité d'utilisation, on achète tous les services que cette machine, grâce à sa partie soft, apporte. Hard et soft sont totalement complémentaires. Est-ce que Apple est une entreprise de services qui vend des téléchargements sur iTunes, ou est-ce que c'est un fabricant de terminaux, d'iPod, d'iPad, d'iPhone qui permettent d'acheter sur iTunes? Les deux, évidemment. Et c'est cette complémentarité qui fait son succès. Et nous ne devons plus distinguer industrie et services, et c'est particulièrement important dans la transition numérique, parce que beaucoup d'entreprises vont mourir parce qu'elles croient que les clients leur achètent les produits qu'elles fabriquent, alors que les clients achètent un service qui, demain, grâce au numérique, sera, dans un contexte différent, fourni par d'autres produits ou d'autres services. Alors, il y a une option fondamentale, c'est est-ce qu'on est dans le profit immédiat, et alors détruisons effectivement les entreprises, ça permet de faire de belles opérations en bourse, ou est-ce qu'on est des constructeurs? Est-ce qu'on est des constructeurs de l'avenir? Est-ce qu'on a le souci de l'avenir et de l'emploi et de l'économie française et du développement de notre pays et de nos entreprises? Est-ce qu'on veut construire des entreprises pour demain? Alors il faut que ces entreprises soient agiles pour qu'elles s'adaptent à un contexte qui change. Donc il faut former des gens capables de s'adapter et d'apprendre en permanence, mais en même temps, il faut que l'entreprise accepte de financer cela. Et pour cela, il faut qu'elle soit capable de mobiliser la créativité. Pour mobiliser la créativité des gens dans l'entreprise et à l'extérieur, les fournisseurs, les partenaires, eh bien, si on veut exploiter l'intelligence des gens, on ne peut pas les prendre pour des imbéciles. Du moins, ça ne peut pas durer très longtemps. Donc, il faut s'appuyer sur un contrat moral et éthique qui fasse que les gens aient envie de travailler pour l'entreprise et qu'ils trouvent du sens à travailler pour l'entreprise. Car fait nouveau, non pas
introduit par le numérique l'a accentué, mais par ce que j'ai appelé la révolution de l'intelligence, c'est-à-dire l'arrivée des facteurs immatériels. Maintenant, les facteurs immatériels sont beaucoup plus importants que les ressources matérielles. Le travail créateur de valeur, c'est quoi? Ce n'est plus le travail physique, c'est du savoir-faire, mais oui, encore faut-il vouloir le mettre en œuvre, donc il faut motiver les gens, et on ne peut rien faire tout seul, donc il faut construire des relations avec les autres. Et donc du lien humain. Je rebondis juste là-dessus. On parlait des régions, retisser le savoir-faire. Dans ce que j'ai entendu là, de ce que vous disiez, réhabiliter la main, éviter d'opposer industrie et services, oui. Parce qu'effectivement Michelin maintenant vend du kilomètre de route et non plus des pneus. Depuis on 20 le ans. voit depuis 20 ans, donc il y a ça. Je voulais revenir, Francis, sur... Quand vous parliez de l'engagement des régions, parce que là on voit typiquement aussi ce que vous dites, c'est que c'est un choix, un vrai choix politique. Quand vous disiez les régions ont une importance pour pousser l'apprentissage et quel levier on peut utiliser? C'est quoi cette articulation? Pourquoi les régions peuvent impacter sur le développement de l'apprentissage en région? Parce que quand vous parlez de l'Allemagne, c'est bien ça. Eux, ils ont des Länder, oui. Ils ont un tissu de PME au milieu. Nous, on a beaucoup de grands groupes et beaucoup de start-up. Au milieu, il nous manque des cases, il nous manque des briques, typiquement. Parce que les grands groupes allemands ont compris qu'ils ont besoin d'un écosystème bien sûr, de sous-traitants et ils les aident à devenir grands. Exactement. Des ETI, des entreprises moyennes. Tout à fait, mais dans votre vision, on va vers ça en ce moment en France. Il y a une émergence de ça quand même. Si, dans les pôles aéronautiques, je les reçois tout à l'heure, il y a des pôles en Normandie, ils sont tous mis ensemble, l'aéronautique. Il y a des clusters quand même qui arrivent, il y a la French Tech, il y a quand même pas mal de choses qui se développent pour que les régions se réaccaparent une dynamique de l'emploi. Demandons à Alain, après vous allez me dire pour les régions. Alain, oui, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, je partage les grandes lignes de ce qui a été dit par André Portneuf, et je suis le premier, moi, à me plaindre qu'effectivement, on n'en fait jamais assez pour l'industrie. Et on regarde souvent du côté de l'Allemagne. Je rappellerai que Angela Merkel, elle est ingénieure chimiste de formation. Et on n'a pas beaucoup d'ingénieurs à l'Assemblée nationale. On a beaucoup de professions libérales, on a beaucoup de hauts fonctionnaires, mais on a peu d'ingénieurs dans notre hémicycle et également dans les fonctions ministérielles. Donc ça, on peut le regretter, et c'est pour ça qu'en termes de culture, on n'a pas la culture industrielle, malheureusement, que peuvent avoir nos amis allemands, qui eux font plus de 20% de leur PIB sur l'industrie, quand on traîne péniblement à 12, et on sait que 12, on a du mal à maintenir la position. Alors, je suis d'accord sur le constat global. Je trouve qu'on n'en fait jamais assez pour l'industrie, parce que c'est vrai que c'est l'industrie qui va tirer l'ensemble de l'économie. Moi, j'en suis convaincu. Cela étant, je vais quand même moduler le propos et avoir un petit peu d'optimisme dans mon discours. C'est-à-dire qu'on a quand même eu un déclic. On peut en parler. C'est le rapport gallois, c'est 2012. C'est le retour en grâce du Made in France. Je me souviens que quand les chambres de commerce et d'industrie ont lancé le slogan « Nos emplettes sur nos emplois », c'était en 93, on passait pour des ringards. Et puis finalement, aujourd'hui, ce slogan, tout le monde se l'approprie d'une façon ou d'une autre. Produire en France, c'est devenu un vrai sujet de débat. Il y a aujourd'hui des prises de position. Il y a aujourd'hui, c'est plus important, des preuves d'amour vis-à-vis de l'industrie. Le suramortissement, le CICE, même si nous, on n'était pas tout à fait d'accord sur le CICE, et en tout cas sur les salaires, 2,5 SMIC. On ne vise pas que l'industrie. En tout cas, on écarte une partie de l'industrie. Donc l'idée était bonne, la mise en œuvre, bon, c'est pas exactement ce qu'il aurait fallu faire, mais ça va quand même dans le bon sens. Donc faut pas se plaindre de tout. Oui. Il y a quand même des avancées. Il y a effectivement une prise de conscience également que les écosystèmes sont nécessaires. Une entreprise aujourd'hui isolée, même quand ça s'appelle Apple, aujourd'hui, sans son écosystème, il ne vendrait pas autant de tablettes et de smartphones, on le sait. Et c'est vrai aujourd'hui dans tous les secteurs. Et tous les secteurs sont ubérisables, puisqu'on parle beaucoup de numérique. Tous les secteurs sont ubérisables. Alcatel, Nokia, Kodak sont tombés alors qu'ils étaient les leaders de leur secteur. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, il y a des écosystèmes qui se construisent. Et aujourd'hui, on sait que sans une industrie forte, on ne pourra pas avoir une économie forte. Et puis, l'industrie du futur, elle est basée quand même sur l'industrie, quoi, on va dire. C'est clair. Morad, une réflexion. Moi, je voudrais juste apporter
un point de vue qui est purement francilien par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience, mais qui ne s'est pas forcément diffusée dans les PME. Et c'est là où je rejoins ce que vous dites, c'est que si vous voulez, entre une logique qui est vraiment de court terme et d'investissement, on a encore beaucoup de petites et de moyennes entreprises qui sont encore dans une logique de court terme. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'elles le veulent ou parce qu'elles sont méchantes ou parce qu'elles ne pensent pas aux autres. C'est vraiment parce que, si vous voulez, elles sont maintenues dans ce système-là, notamment par des grands donneurs d'ordre. Et ce qui a un impact derrière sur notamment l'intégration des apprentis, où finalement dans les petites entreprises, dans les petites et moyennes entreprises, il y avait une logique qui était compagnonique, c'est-à-dire on intégrait des nouveaux qu'on allait accompagner, avec qui on faisait des binômes pendant un certain temps jusqu'à ce que la personne soit autonome. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au vu des contraintes qui pèsent sur ces petites entreprises en termes de réactivité, en termes de coûts, finalement, ils sont en train, nous ce qu'on a pu observer, qu'ils sont en train d'abandonner cette tradition compagnonique, et notamment ce qui rend plus difficile aujourd'hui l'intégration de jeunes diplômés, notamment d'apprentis. Et le profil, au-delà des activités mêmes, le profil, c'est, on recherche des profils expérimentés, qui ont 20 ans d'expérience dans le domaine, qui ont une réelle expérience, justement pour ne pas avoir à les accompagner, parce qu'au vu des contraintes qu'ils ont, ils ont moins le temps pour accompagner des jeunes arrivants. Et c'est vrai que c'est là où on trouve un peu entre guillemets, ce hiatus entre une évolution réelle qu'on observe aussi, même au Conseil régional d'Île-de-France, sur l'importance de l'industrie. Mais finalement, le mode de gestion entre donneurs d'ordre et sous-traitants fait qu'on a du mal à développer finalement ce fameux contrat moral que vous évoquiez. Et cet accompagnement dans la durée. C'est ça, exactement. Il y a cette notion de temps que les Allemands ont vraiment compris. Parce que développer un écosystème, c'est de dire, tiens, autour de mon grand groupe, je fais toute une pléiade, une multitude, une nébuleuse de sous-traitants, mais qui vont m'accompagner dans la durée, avec lesquels je ne vais pas jouer comme un marionnettiste, avec vous me cassez les coups, etc. Du coup, il y a ça. Vous voulez prolonger ? Oui. Je ne suis pas pessimiste en ce sens qu'il ne dépend que de nous de redresser la situation et de relancer. En quelques mois, on pourrait avoir des signes visibles si on prenait quelques mesures que l'on refuse de prendre depuis 30 ans. Le rapport Gallois, j'ai beaucoup d'estime pour Gallois personnellement, mais il est en conférence actuellement à côté. Son rapport est une catastrophe parce qu'il a redit qu'il faut s'appuyer sur les grands groupes. Et oui, mais parce qu'il vient des grands groupes. Mais en France, il était un bon PDG. Et il a cautionné de très mauvais PDG, qui sont la plupart des dirigeants court-termistes du CAC 40. Et les points essentiels qu'on ne veut pas voir en France, c'est que tous les économistes disent l'emploi est créé par la croissance des petites entreprises, il est détruit par les rationalisations des grandes. Et ensuite, le même économiste dit donc il faut que la France s'appuie d'abord sur ces grandes entreprises. C'est complètement idiot. Il y a une mesure à prendre d'urgence. Les États-Unis l'ont pris il y a 65 ans, un Small Business Act véritable, c'est-à-dire réserver un cinquième des marchés publics aux PME. Ce qui ne sera efficace que si on simplifie les procédures qui aujourd'hui sont tellement compliquées qu'une PME ne peut pas y accéder. Quant au crédit impôt recherche, qui a été modifié sous un gouvernement d'un président précédent, sous Sarkozy, on a modifié le crédit impôt recherche de façon à donner d'un seul coup 1,4 milliard de plus aux grands groupes. Donc l'essentiel du crédit impôt recherche va aux grands groupes et non pas à aider la croissance des petites et moyennes entreprises. Ceci est prouvé, c'est démontré par plein d'études. 75% disait il y a 20 ans un rapport du ministère de l'Industrie, 75% de l'aide publique va à quelques grands groupes, les copains et les coquins. Si on ne rompt pas avec cette alliance contre nature, eh bien, il n'y aura pas de croissance de l'emploi en France et il y aura poursuite de l'écroulement de l'industrie, entraînement la dégradation des services, des emplois de services. Je rappelle que les emplois dans les services sont toujours 20 ou 30% à un niveau plus bas que ceux de l'industrie.
Donc on va perdre un savoir-faire accumulé par des générations dans l'industrie et ce sera un désert bientôt. Et en face, je rappelle... Sauf si on se lève. Oui. Sauf si on se... Oui, exactement. on retrousse les manches et on y va. Donc il faut quand même laisser cette perspective que ça dépend beaucoup de nous. Oui. Ça dépend beaucoup de la communication qu'on peut faire autour sur ces salons, de l'entraide aussi, de tout ce qu'on peut développer entre industriels. Et il faut interpeller le politique, quelle que soit son étiquette, là-dessus, parce qu'ils sont ignorants. En bonne foi, très souvent, mais totalement ignorants. Ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le profil d'Angela Merkel, c'est un joli symbole qu'elle soit ingénieur chimiste. Oui. C'est ça, c'est étonnant. Je crois qu'aujourd'hui, aucun PDG de grand groupe français n'a un doctorat et sciences. Il y avait à la tête de Saint-Gobain Beffa qui était docteur et sciences. On disait toujours, il y a un docteur et sciences à la tête d'un grand groupe. La culture de nos dirigeants est une culture d'inspecteurs des finances. D'accord. Ce qui n'aide pas à comprendre l'industrie. Alors, tout ça, c'est très juste. Tout ça, c'est très juste. J'aimerais quand même vous donner la parole si vous avez des réactions. Alix va passer parmi vous avec le micro. Si vous avez des questions à nous poser. En attendant, on a encore un petit peu le temps. Comme on a démarré 5 minutes, on va prolonger ce débat qui est vraiment très intéressant. Sur quoi on peut revenir pour trouver des leviers d'action? On avait l'importance des régions. Si vous avez une question, préparez. Hein. On a redoré le blason de l'industrie, avoir envie de l'industrie. Comment on le fait? Est-ce qu'il y a suffisamment de communication autour de l'industrie? Par exemple, la CCI. Est-ce que vous trouvez qu'on voit, on vend les artisans? J'ai vu des pubs dans le grand public, on a des pubs sur l'artisanat. Il y a des pôles d'excellence, hein, on le sait. Il y a des pôles d'excellence. Ça, il faut le mettre en avant, notamment sur la question de l'apprentissage aujourd'hui. C'est ce qu'on martèle aux jeunes en permanence. Oui. L'apprentissage n'est pas réservé uniquement à des élèves qui sont en difficulté. Vous avez des pôles d'excellence, notamment en métier de bouche, sur des secteurs comme la boucherie, la poissonnerie, etc. C'est des métiers qui sont déjà valorisants, je trouve. Et puis, c'est des métiers qui permettent de bien gagner sa vie. Alors après, il faut se lever tôt, il faut avoir envie, il faut être passionné, certes. Mais voilà, c'est porteur pour l'avenir. Et clairement, si un jeune est motivé, il peut trouver un emploi à la clé. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, 70% des jeunes qui ont fait de l'apprentissage trouvent un emploi derrière. Exactement. Donc ça, c'est quand même un chiffre qui est très important, qui est fort à garder. 70% des jeunes qui font un apprentissage trouvent un emploi derrière. Et je dirais que la plupart aujourd'hui des politiques l'ont compris, hein, via, je pense notamment au plan 500 000 du gouvernement actuel. Bien sûr. Bon, ils n'iront pas jusqu'à 500 000 contrats à l'apprentissage, quand bien même on s'y approche. Je parlais des présidents de région tout à l'heure. La région a un vrai pouvoir dessus. Elle finance les CFA et via la politique qui est déterminée par l'exécutif régional, on est en capacité d'ouvrir des filières, voire même financer abondamment des CFA pour augmenter justement la relation entre les entreprises et puis les CFA par la suite. Voilà. Est-ce qu'au niveau de la Chambre de commerce, vous poussez l'apprentissage? Est-ce qu'il y a quel est votre rôle et votre accompagnement là-dessus au niveau des entreprises? Oui, alors tout simplement parce que nous-mêmes, on a des centres de formation d'apprentis. Hein. On est deuxième formateur après l'éducation nationale, donc on a des CFA dans toutes les régions de France, pilotés par les CCI. Donc on est directement acteur de la formation des jeunes. Voilà. Juste pour revenir sur la communication, c'est vrai qu'on n'en fait jamais suffisamment. On a eu en 2010 les États généraux de l'industrie qui ont accouché de la semaine de l'industrie. C'est une semaine consacrée à l'industrie, à l'apprentissage, à l'ouverture des usines pour faire rentrer le public, rentrer les jeunes dans les entreprises. C'est une semaine dans l'année, c'est au mois de mars prochain. C'est sans doute pas suffisant. Mais au mois de mars, on relaiera. C'est quoi c'est au mois de mars, il faut se tenir au courant, c'est la semaine de l'industrie. Oui, semaine d'industrie, c'est la 6e édition, je crois. Donc l'UMM, les chambres de commerce et d'industrie, la DGE, le ministère de l'économie participe à les OPCA, les chambres de métiers. Voilà. Donc il y a énormément de partenaires qui sont fédérés, qui sont participants de cette semaine. Il faut lui donner le maximum de visibilité. Exactement. On sera vigilant là-dessus au mois de mars. Rendez-vous est pris pour la semaine de l'industrie. Une question, madame. Présentez-vous et puis une question. Merci. Bonjour à tous. Je suis madame Zon Abadé Yvonne en provenance du Cameroun.
Et le thème de cette conférence est très intéressant pour moi sur plusieurs aspects. Déjà, l'emploi femme dans les métiers industriels. Je ne vais pas poser la question, je vous demande de me permettre de mener une réflexion. Parce qu'on constate partout que les femmes ne sont pas majoritaires dans les métiers industriels. Moi, j'en fais partie, je suis ingénieur des travaux, des techniques industrielles, option mécanique industrielle. Et je suis sûre que si je me mets à me balader là, on ne va pas me voir sous cet angle. Ce qui crée la difficulté d'obtenir, d'avoir la confiance des employeurs. Il faut bien que les employeurs osent, qu'ils essayent, parce qu'on se dit, la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est si belle, elle est si mignonne, est-ce qu'elle peut? Alors, c'est la difficulté que les femmes rencontrent dans le monde de l'emploi et ce qui réduit le pourcentage des femmes. Vous avez personnellement rencontré ce problème-là? Bien sûr, bien sûr. Sur des postes où on vous a dit vous êtes une femme? Ouais. Oui, bien sûr, parce que je commence par le secteur privé dans une grande filiale de Diageo, Guinness-Cameroun. J'étais très jeune, le directeur a osé me mettre dans la chaîne de production et je me suis en sortie au bout de 3 mois. Il m'a nommé chef d'atelier mécanique. Ça commençait à devenir intéressant. Et tous les directeurs ont commencé à demander à me récupérer. Et c'est ça maintenant l'amalgame. C'est-à-dire que les directeurs ne veulent pas oser, les grandes filiales ne veulent pas essayer les débutants, mais à la fin, ils sont friands des expérimentés. Pourquoi Une fois qu'ils ont passé le cap, après ils sont contents. Où est-ce qu'on va trouver de l'expérience si les employeurs ne osent pas? C'est pour revenir à l'exposé du monsieur qui est dans l'apprentissage. Oui, d'accord. Oui. Il faut est-ce qu'il y a oser. une réelle insertion des apprentis dans les grandes filiales? Interrogeons-nous pourquoi. Il faut oser. Moi, j'interpelle les grandes filiales, les employeurs à oser. Est-ce qu'au niveau de l'apprentissage, d'ailleurs, ça se répartit comment? On parlait tout à l'heure de 25% dans l'industrie, c'est ça les femmes? 25% en global. Chez les apprentis, comment ça se passe? Non, alors, bon, très franchement, il y a un peu plus de garçons. Bien sûr, oui. Ça, c'est un fait. Maintenant, ce qui est certain, c'est que les apprentis qui sont plutôt dans des grands comptes ont davantage de facilité pour s'insérer durablement dans le marché du travail. Sur les PME, les petits artisans, les petits entrepreneurs, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, parce qu'il y a aussi des préjugés, il ne faut pas se mentir, et qu'à partir de là, faire venir des filles sur des ateliers pour clairement leur mettre les mains dans le cambouis, ce n'est pas aujourd'hui en 2016 encore la culture majoritaire dans certaines petites boîtes. Alors là, il faut briser cette barrière. Maintenant, je voudrais chuter à la présentation de monsieur là. André-Yves Portneuf. Oui, d'accord. Vous allez encore être surpris que je pars du secteur privé pour me retrouver dans l'administration. Au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, encore c'est une surprise parce que les femmes des techniques industrielles ne sont pas retrouvées dans ces domaines, et même les hommes. Mais non, l'amalgame encore s'impose, en ce sens où dans l'administration, on retrouve les agents sortis de l'ENAM, l'école normale d'administration, et qui doivent élaborer les politiques industrielles des pays sous-régionaux, mais qui ne comprennent rien de l'industrie. Alors, quelqu'un qui est sorti de l'ENAM, que va-t-il dire sur la machine? Oui, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est pour ça que je suis d'accord avec lui. Il faut bien des ingénieurs dans l'administration. La preuve en est que je suis là. Et maintenant, élaborer une politique industrielle cadrerait exactement avec la réalité. Au lieu de parler toujours des administrateurs de l'ENAM ou bien des financiers. Donc, remettre des ingénieurs à la tête de l'administration. Exact. Insérer davantage. L'industrie du futur, c'est aussi ça. Les politiques, la mise en œuvre de ces politiques.
Bien sûr. Merci. Merci pour votre témoignage et votre retour. Peut-être Oui. une réaction, Juste, André-Yves ? j'étais en train de chercher un chiffre que je n'ai pas trouvé. La dernière enquête Ségos sur la qualité de vie au travail montre que les femmes sont beaucoup moins écoutées que les hommes, ont beaucoup moins de pouvoir d'initiative que les hommes. Or, la créativité dépend de la diversité d'un groupe, quel que soit le groupe. Et donc, il faut qu'il y ait des femmes et des hommes. Il faut qu'il y ait des ingénieurs, des docteurs et sciences aussi, et puis des gens d'autres cultures. Il faut la mixité à tous les niveaux et dans tous les genres. Tout à fait. Merci. Est-ce que ça peut être le mot de la fin? Est-ce qu'il y a une dernière question? Madame, vous avez une question? Allez-y, je vous en prie, parce qu'après, on a dans J'essaye de 10 faire minutes. vite alors. Oui, s'il vous Donc, plaît. je suis enseignante en IUT, en département génie électrique et informatique industrielle. Donc, juste une remarque pour revenir sur la place des femmes dans l'industrie. Depuis que je suis à l'IUT depuis 30 ans, on n'a jamais eu plus de 10% de filles sur la promo. Et ça n'évolue pas. Donc, je pense qu'il y a un problème de faire connaître les métiers de l'industrie dans les lycées. Ce qui aiderait à avoir un bon recrutement et puis à faire venir des filles. Et ça, c'est vraiment un problème. Alors, par contre, elles n'ont aucun problème d'insertion, parce que finalement, les entreprises, je ne sais pas si elles ont des quotas, mais elles les embauchent en priorité. Bien sûr. Mais on en a très très peu. J'ai rencontré un profil comme ça, Universcience, une petite jeune qui est rentrée chez Safran. Elle est dans une grande usine, dans des ateliers de fonderie où ils font les moteurs. Et c'est vrai qu'elle est très appréciée en plus. Le problème, c'est de les faire venir dans des formations techniques. Tout à fait. Bon, ça, c'était une première remarque. Donc, je voudrais quand même insister sur le fait qu'il faut vraiment parler des métiers au niveau des lycées, parce qu'on a du mal à faire venir les jeunes sur les filières techniques. Et ça, c'est un gros problème. Et je m'occupe aussi de licences professionnelles, donc Bac plus 3, des licences professionnelles que l'on fait en alternance. Et on a un gros problème de recrutement sur ces licences pro, parce qu'en fait, tous les jeunes qui ont fait un Bac plus 2, donc BTS ou DUT, maintenant veulent tous être ingénieurs. Donc on a très très peu de jeunes qui veulent soit travailler à Bac plus 2, voire même faire un Bac plus 3. Alors qu'on a vu que c'est des filières qui marchent. Enfin, donc il y a aussi un problème de, je ne sais pas si c'est un problème de communication, mais faire connaître les métiers au niveau Bac plus 2, Bac plus 3, et essayer de casser cette image qu'il n'y a pas d'autre issue possible que d'être ingénieur. D'accord. Ça, c'est une remarque que je voulais faire. D'accord. Madame, dernière question vraiment, et après on pourra clore. Il y a un petit espace de networking juste là, avec les manches debout. On va pouvoir prolonger cette conférence passionnante. Madame. Donc moi, je m'appelle Madame Mathieu et je représente l'association des femmes ingénieurs. Oui. Donc voilà, donc nous, on travaille beaucoup dans les établissements scolaires. Cet après-midi, je suis dans un collège, donc c'est pour vous dire, pour parler des métiers. Mais pour autant... Ce que dit Madame, oui, pour relayer ça. Mais oui. on a un vrai problème, c'est les parents. D'accord. C'est les parents qui freinent. Ils disent aux filles, c'est pas pour vous. Et oui. la question qu'on se pose, nous, c'est comment convaincre les parents. On a proposé au ministère de l'Éducation nationale de faire des émissions comme avait fait le ministère de l'Industrie il y a quelques années dans une opération qui s'appelait « C'est moi qui l'ai fait » qui visait les jeunes. Ça a très bien marché. Oui. Sauf qu'on nous a répondu « Oh ben non, ils regarderont peut-être les images, mais ils n'écouteront pas » en parlant des parents. Donc on a un vrai souci. C'est les parents qu'il faut convaincre. C'est pas les jeunes filles et c'est pas les garçons. Il faut écrire à la petite mini-série Parents mode d'emploi oui, qui passe sur France 2, qui fasse des épisodes là-dessus. Oui, mais il faut avoir des sous. C'est pas idiot, ça, il faut si avoir des sous pour faire ça. Ouais. Le problème, il est là, c'est que faire des émissions à la télé, enfin, subventionner des émissions à la télé, ça coûte très cher. Bon, en tout cas, merci madame. On est obligé d'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à cette table ronde. Merci messieurs d'avoir apporté une analyse passionnante sur ce sujet. On le voit, il est au cœur de l'industrie du futur. C'est les jeunes qui vont faire l'industrie du futur. Donc, à prolonger, si vous le voulez, sur le petit espace networking qui est là. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la prochaine table ronde. Merci à vous et merci messieurs.